Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors, cette vidéo, j'avais pas prévu de le faire. Cela dit, tout ce qui précède l'enregistrement de cette vidéo, eh bien, m'a permis de changer mon regard sur la photographie. Et ça, c'est pas rien. Alors après cette introduction relativement énigmatique, je le reconnais, j'ai deux concepts assez révolutionnaires à partager avec toi aujourd'hui. Alors, accroche-toi bien parce que je vais faire de mon mieux pour être le plus explicite possible, le plus concis, ce qui n'est pas facile, mais j'espère que je ne vais pas te perdre en route. Le premier concept assez révolutionnaire, surtout venant de moi, c'est: et si la photographie, et par la photographie je veux dire l'acte de prendre des photos, et si la photographie pouvait être fun? Ouais. Et si la photographie pouvait être fun? Premier concept. C'est un peu barré, mais c'est un premier concept. Le deuxième concept. Et si ce fun non seulement était relatif, mais proportionnel à l'absence de fonctionnalité de l'appareil utilisé pour prendre ces photos. Ah, ça c'est encore plus barré. Alors comment je suis arrivé à ces deux concepts-là, assez barrés? Ben, tout a commencé le 30 juin 2023. C'était un vendredi soir plus exactement. C'était le dernier vendredi du mois et ça a de l'importance parce que le dernier vendredi de chaque mois, c'est le rendez-vous pour les membres de la Photo Avenue au Café de l'Avenue, qui est une réunion par visioconférence où on parle de tout et de rien en ce qui concerne la photographie. Il n'y a pas de thème approprié, chacun arrive avec ses remarques, ses questions et on essaie de s'entraider et on parle comme on pourrait être accoudé à un comptoir d'un café pendant 2 heures. Et ce jour-là, François, un des membres très actifs de la Photo Avenue, nous lance une bombe. Tu vas me dire, c'est à la mode avec Oppenheimer, mais sa bombe, c'est quoi? C'est au mois de septembre, les gars, je pars en Amérique du Sud, je suis trop excité. Mais le truc, c'est que j'ai pas envie de prendre mon 80D. Et du coup, je regarde à acheter un appareil photo compact. Qu'est-ce que vous me recommandez? Et là, j'ai même pas le temps de digérer sa question, qu'il y a un autre membre qui dit, mais écoute, mon gars, garde ton argent et utilise ton téléphone portable. Tu l'as tout le temps avec toi, il prend des photos, elles sont bonnes, voilà. Ah, mais François, mais j'ai compris pourquoi il posait la question. Et il nous l'a redit après. C'est que, bon, certes, nos pseudo-téléphones portables, en fait, c'est tout sauf vraiment des téléphones. Un téléphone, ça vient après. La preuve en est, c'est qu'ils sont pas améliorés. Tu as trouvé, toi, que tes appels téléphoniques, ils étaient mieux maintenant qu'il y a 30 ans? Non, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Par contre, effectivement, ils ont un appareil photo. Et puis certains, ben là par exemple c'est l'iPhone 12 mini, il a 2 lentilles, mais le Pro Max il en a 3, Huawei je crois qu'il en a 5 ou 6, enfin voilà, bref. Ils ont des capacités de prendre des photos et des vidéos. Mais on sait tous que si la photo est bien à l'écran du téléphone, quand on les regarde après sur l'ordinateur, c'est autre chose. Et de là à les travailler, c'en est encore une autre. Et malgré la haute définition qu'on nous montre avec les tonnes de mégapixels de ces caméras-là. Donc je comprends tout à fait le besoin de François. Et du coup, on a commencé à regarder. On regardait ce qui se faisait et tout. Et puis à un moment donné, j'ai dit, écoute François, on va pas passer la soirée là-dessus. Donne-moi un week-end, je vais regarder. Parce que, figure-toi que dans 15 jours, je pars célébrer mes 20 ans de mariage. Je pars en Italie pendant 15 jours, une semaine à Venise, une semaine à Florence. J'avais prévu de prendre le R7 avec l'objectif de ma fille, le 18-155, je crois que c'est, qui est léger, qui a une grande plage focale. Et je pensais prendre ça, mais après tout, si je trouve un appareil compact, plus compact que ça, eh bien pourquoi pas, comme ça je le teste, et puis je te dis ce que j'en pense à mon retour. Et donc il dit, ah ouais, super, très bien. Donc durant le week-end, je regarde ce qui se fait sur le marché, j'ai trouvé un appareil, et effectivement, ensuite je suis parti tester. Alors, justement, je te propose de regarder les différents appareils que j'ai trouvés, et te parler ensuite de l'appareil que j'ai choisi.
Avant de regarder les différents appareils que j'ai pu trouver sur le marché, il est bon de faire un petit rappel des différents capteurs que l'on trouve sur le marché. Certes, on va avoir le moyen format avec différentes tailles grâce à Fuji. Ça, c'est sûr qu'on ne va pas le trouver en compact. Ensuite, on a le plein format, le 35 mm. C'est évident qu'on risque de ne pas trouver d'appareil compact qui a 35 mm. Ensuite, on est en dessous. En dessous, c'est l'APS-C. Alors là, effectivement, on va peut-être pouvoir trouver des compacts en APS-C. Le facteur de réduction de ces capteurs-là varie entre 1,5 pour la majorité des modèles et quand tu es chez Canon, c'est 1,6. On le sait. Ensuite, en dessous de l'APS-C, on a le micro 4 tiers qui est un peu plus petit. Et là, le facteur de réduction, il est de x2. Ensuite, on en a un en dessous. Et ça, c'est le fameux type 1, 1 pouce. Et là, le facteur de réduction, il est de 2,7. On va arrondir à 3. Et ensuite, il y en a un encore en dessous. Je ne pensais pas parler de celui-là, mais il s'avérait que les appareils que j'ai trouvés en possèdent un. C'est le 1 sur 2,5. Et là, il a un facteur de réduction de x6. Et ensuite, on a le téléphone. Alors le téléphone, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que, en fait, on parle de lentilles sur nos appareils, mais en réalité, derrière chaque lentille, il y a un capteur différent. Et chaque capteur va avoir un facteur de réduction différent. Par exemple, pour l'iPhone Pro Max, où il a 3, tu sais, c'est le fameux 0,5, tu as une lentille qui fait 1 et l'autre, elle fait 2,5. Eh bien, quand tu es à 0,5, tu as un facteur de réduction qui va être de 8,44. Ensuite, quand tu es sur le 1, eh bien, tu as un facteur de x5. Et quand tu es sur le 2,5, tu as un facteur de 8,6. Cela dit, sur les téléphones, on sait très bien que le capteur, il est extrêmement petit, on sait que la lentille est extrêmement petite, donc on n'a pas beaucoup de lumière qui rentre, mais l'appareil, en fin de compte, utilise le logiciel pour améliorer l'image. Voilà. Donc il n'y a absolument rien d'analogue, on va dire, sur ces appareils-là. Bref, voilà en fin de compte un petit rappel. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que, ça va nous permettre de mieux comprendre en fin de compte, d'analyser les caractéristiques d'un appareil par rapport à un autre, surtout au niveau de l'optique, et mieux comprendre non seulement la plage focale, mais aussi l'impact sur la profondeur de champ que ça peut avoir. Alors, quand j'ai regardé les différents modèles qu'il y a sur le marché, je me suis dit qu'est-ce que je vais utiliser comme argument pour les différencier. Alors au départ, je pensais au prix, mais comme François me l'a dit, je ne parle pas tous les 4 matins en Amérique du Sud. J'ai envie quand même d'avoir de belles photos. J'ai pas envie d'acheter un gadget, mais j'ai pas non plus envie de dépenser 2000 €. Donc l'argent, j'ai dit, bon, on va pas le considérer pour l'instant. Et ensuite, à regarder les différents modèles disponibles, je me suis aperçu en fin de compte qu'il y avait vraiment deux camps. Un camp où un appareil serait compact, mais avec une focale fixe, et les appareils compacts dont l'objectif offre une plage focale variée. Et donc voilà comment j'ai séparé en fin de compte tous ces appareils en deux catégories. Alors si on regarde par exemple les compacts à focale fixe, eh bien il y en a 3 réellement sur le marché assez intéressants. À commencer d'ailleurs peut-être par celui qui est le plus populaire. Tellement populaire que si tu l'achètes aujourd'hui, il coûte plus cher que quand il est sorti initialement après sa rupture de stock. C'est le Fuji X100V. Il a une focale fixe à équivalent de 35 mm. Il ouvre à 2.0, donc relativement pas mal de lumière qui arrive. C'est un APS-C, ce qui veut dire qu'en réalité, en termes de profondeur de champ, quand tu as 2.8, tu as l'équivalent d'un f3 à peu près. Et donc, bon, voilà ce que ça vaut. 26 mégapixels de définition. 478 grammes au niveau du poids. Pourquoi il est assez lourd? Parce qu'il est fait en métal comme énormément d'appareils Fuji. Mais il reste relativement compact encore. L'avantage que c'est un APS-C, ça veut dire que tu pourrais être à f8 par exemple. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à f11, tu auras f8 et tu seras un équivalent de f11 en profondeur de champ. Et si vraiment tu n'as pas beaucoup de lumière, tu pourrais descendre à 5.6 et avoir une profondeur de champ relativement acceptable pour des scènes de paysages et autres et de rue. Donc voilà l'intérêt que ça a. Ensuite, il y a une autre marque, c'est Ricoh. Ricoh, tu sais, c'est Pentax. Et donc Ricoh, là, il y a deux modèles. Il y a le GR3 et le GR3X. Le GR3, il a un objectif de 28 mm en équivalence et le GR3X, c'est 40 mm. Les fonctionnalités des deux appareils sont absolument identiques. C'est uniquement l'objectif qui change. Et là, les deux objectifs, ils ouvrent à 2.8. Mais attention, c'est également un APS-C, donc on se retrouve là avec l'équivalence de f4.2. On a perdu un stop de lumière par rapport au Fuji. Et au niveau de la définition, c'est 24 mm.
Il fait 257 grammes parce qu'il est principalement construit, les deux sont pratiquement construits en plastique, voilà. C'est vrai qu'il est très plat, comme tu peux le voir, il peut rentrer dans les poches de ton pantalon sans problème. Donc voilà les trois appareils que j'ai pu trouver sur le marché. Il faut quand même noter qu'il y a une différence principale entre ces deux modèles-là, hormis le fait de la focale, c'est que le Ricoh n'a pas d'œilleton. Et ça, c'est énorme. C'est énorme parce que je pensais, moi je pars en Italie ou à faire ensoleillé, etc. François part en Amérique du Sud, il va y avoir du soleil et on sait très bien à quel point ça peut être très désagréable de se contenter de l'écran pour pouvoir faire ta composition. Et là, l'œilleton va être pratique. Donc pour moi, le Ricoh déjà, c'était négatif à ce côté-là. Et bien, je t'avoue que le Fuji aussi, pour moi, c'était négatif. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, c'est des lentilles fixes. Et on s'attend à avoir un appareil qui soit compact, on va pouvoir photographier différentes scènes, on a envie d'une certaine flexibilité dans les scènes qu'on va pouvoir photographier. Et là, ben, si on fait de la photo de rue, peut-être que 28 mm, 35 mm, 40 mm, peut-être c'est acceptable. Mais quand on part en voyage, eh bien, on peut avoir de tout, aussi bien du très large que du très serré. Je ne me voyais pas aller dans les ruelles de Venise et être à 28 mm, encore moins à 40. Donc pour moi, la focale fixe, c'est vraiment une grosse contrainte quant à acheter un appareil pour partir en voyage. Donc voilà en ce qui concerne les lentilles fixes. Ensuite, il y a l'autre camp, les lentilles à focale variée. Et donc là, eh bien, le premier, c'est sans aucun doute l'appareil compact le plus performant dans tous les domaines, sauf dans un. Mais en tant que performance, parce que celui auquel je pense n'est pas une question de performance, mais c'est le plus performant. C'est le Sony RX100 Mark VII. Là, il a déjà une plage qui va de 24 jusqu'à 200 mm. Alors, si j'apprécie une plage focale, j'ai pas forcément besoin des 200 mm. D'autant plus que quand tu pars dans des endroits qui vont être très ensoleillés, etc., tu vas subir, on sait très bien, le voile atmosphérique, le voile thermique, etc. Donc, tu vas forcément perdre en netteté. Il ouvre à 2.8, mais c'est une ouverture variée. Et ça, on s'y attend de toute façon. Ça va être le cas pour tous les compacts qui offrent des plages focales variées. Pourquoi? Parce que pour un objectif, pour avoir une ouverture constante sur une plage focale variée, ça demande à ce que le diamètre de cet objectif-là soit relativement large. Et en conséquence, tu finis par avoir un appareil qui va être relativement large et encore moins compact. Donc c'est pour ça que tous les appareils dont les lentilles sont des zooms, on va forcément avoir des ouvertures variables. Là, pour le Sony, il commence à 2.8 et il finit à 4.5. Mais attention, le Sony, ce n'est pas un APS-C, c'est un capteur de 1 pouce avec le facteur de réduction x3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es à 2.8, en réalité, tu as un f8.4 en ce qui concerne la profondeur de champ. Tu as le 2.8 en ce qui concerne la luminosité qui rentre et en profondeur de champ, tu as un 8.4. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que si tu rajoutes simplement un stop de plus, donc de 2.8, tu passes à f4, eh bien, c'est comme si tu étais à f12. Et donc là, la profondeur de champ, parfaite pour le paysage, sans aucun souci et sans trop perdre de lumière. Donc, très intéressant au niveau de l'objectif et des caractéristiques. Au niveau de la définition, c'est 20 mégapixels. Au niveau du poids, 302 grammes. C'est le plus léger, je vérifie, c'est le plus léger de tous les appareils là, sauf les Ricoh qui étaient moins lourds à 262 grammes et 257 grammes. Il n'est pas lourd parce qu'il est tout petit. Il est tout petit et c'est ça le problème avec cet appareil là. Certes, il a un œilleton. Tous les autres ont des œilletons, mais celui-là, il a un œilleton, mais l'ergonomie, eh bien, elle n'est pas là. Je suis désolé, mais Sony, il n'y a pas d'ergonomie. Ils nous ont mis un simple rebord à l'arrière, mais on le tient à bout de doigt comme ça. Il n'y a pas beaucoup de molettes. Il y a des boutons. Et donc, tu es obligé d'utiliser le menu. Et le pire de tout, comme c'est un Sony, eh bien, tu ne peux pas utiliser l'écran de façon tactile pour changer les valeurs dans le menu. Non, tu ne peux pas. Il est tactile pour faire la mise au point, mais pas pour naviguer dans le menu. Et ça, pour moi, c'est du no. Voilà, c'est pas possible. Donc, le Sony, ça n'allait pas être un bon choix. Alors ensuite, j'ai regardé, j'ai dit, tiens, qu'est-ce que fait Nikon? Et là c'est comique. Là, c'est comique parce que Nikon, ils se sont dit, non, nous les compacts, on ne fait pas, on ne fait plus. On fait du bridge. Alors le bridge, c'est marrant parce que bridge, en anglais, ça veut dire pont. Et tu sais, les appareils bridge, c'était ces appareils qui faisaient le lien entre les compacts qui étaient tellement populaires. Rappelle-toi, il y a 20-15 ans, on avait énormément de compacts sur le marché. Puis ils ont disparu, au profit des téléphones portables, bien entendu.
Et donc, les bridges, c'était au milieu, donc ils étaient plus gros que les compacts, ils faisaient presque la même taille que les entrées de gamme en DSLR. Et là, Nikon, eh bien, ils se sont dit, on va faire un bridge, mais attention, c'est pas n'importe quel pont, hein. C'est le pont du Havre, c'est le Golden Gate du Japon, hein, qu'ils vont nous faire. Il est énorme. Pourquoi je dis ça? Tu vois la photo, mais au niveau des specs, si on regarde le P950, il commence à 24 mm, c'est très bien, mais il va jusqu'à 2000. Oui, 2 et 3 zéros. J'ai pas dit 200, j'ai dit 2000. Alors si j'avais pas besoin d'aller jusqu'à 200 mm, tu peux imaginer qu'à 2000, on n'en a vraiment pas besoin. Et l'ouverture, 2.8 jusqu'à 6.5. Mais attention, ce n'est pas un APS-C. Ce n'est pas un capteur de type 1, non, c'est un capteur de type 1 sur 2,5. Le facteur de réduction, il est du x6. Donc quand tu fais une comparaison au niveau d'équivalence en profondeur de champ, eh bien quand tu es à 24 mm ouvert à 2.8, accroche-toi bien, tu te retrouves déjà avec f16.8 en profondeur de champ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu aimes du bokeh, aucune chance d'en avoir, aucune chance. Tu as déjà la meilleure profondeur de champ possible. Donc, et c'est pas tout. 16 mégapixels de définition, hein, donc on est le plus bas pour l'instant. Et au niveau du poids, alors là, eh bien, ils se sont dit, tu vas en avoir pour ton argent, mon gars. 1 kg. Donc on imagine bien que dans l'esprit d'avoir un appareil que tu vas porter avec toi très souvent, peut-être dans ta poche de pantalon ou dans ta poche de veste à la limite, eh bien là, le Coolpix, tu vas pas le mettre. Et c'est marrant d'avoir choisi un nom Coolpix, parce que cool, ça veut dire frais. Tu vas pas te sentir très frais à porter cet appareil-là en haut de la colline. Mais ils ont fait pire, hein, ils ont le P1000. Malgré son nom, il va pas jusqu'à 1000 mm, il va bien au-delà. Ils ont rajouté 1000 mm de plus. Il commence à 24, il va jusqu'à 3000. Il ouvre encore toujours à 2.8, il va fermer à f8. Et là, on se retrouve toujours avec le même capteur et on se retrouve à 16 mégapixels. Et par contre, le poids, 1,4 kg. 1,4 kg, garçon. Donc non, Nikon à pas à considérer. J'en ai vu quelques-uns. J'en ai vu à Florence, j'en ai vu à Venise et je crois que j'en ai même vu ici à Édimbourg. Et ça me fait assez rigoler hein, quand je vois ces gens avec ces énormes appareils-là. Non, j'aurais pas envie. Et j'en ai même vu, c'était pas avec cet appareil-là, mais j'en ai vu hein, ces gars de 55 balais ou 65 balais qui partent en voyage et ils ont leur sac, c'est l'O-Pro ou bien le sac Nikon avec le gros logo dessus, le sac en bandoulière ici énorme. Et on sait très bien qu'ils portent leur appareil photo avec eux. Et il fait 28 degrés à Venise et 37 degrés à Florence. Et les mecs, ils portent tout leur matos avec eux. Et en plus, ils ont un sac à dos derrière. Non. C'est vraiment pas l'idée que je me fais de s'amuser avec un appareil pour prendre des photos souvenirs. Donc Nikon, on met ça sur le côté. Ensuite, il y a une autre marque, c'est Lumix. Lumix est très connu pour leurs petits appareils. Bien sûr, c'est Panasonic. L'avantage du Lumix, alors c'est le DC LX100 Mark II, c'est que leurs objectifs sont faits par Leica. Donc c'est toujours des objectifs de bonne qualité. Là, l'objectif, il va de 24 jusqu'à 75 mm. Donc ça, c'est intéressant comme plage focale. Il va ouvrir à f1.7, donc c'est vraiment celui qui va ouvrir le plus. Il s'agit d'un micro 4 tiers, donc en équivalence en profondeur de champ, il va falloir multiplier par 2, donc on se retrouve avec une équivalence de f3.4, ce qui veut dire en gros que comme on se retrouve à avoir un facteur par 2, eh bien ça veut dire qu'en gros tu vas te retrouver à, allez, on va dire à f4, tu vas pouvoir t'en sortir convenablement en profondeur de champ. Donc ça sera assez utile. Donc il va de 1.7 à 2.8, donc en gros de 3.4 jusqu'à 5.6. Il fait 21 mégapixels. Mais attention, en réalité, les photos que tu vas prendre, elles ne vont faire que 17 mégapixels. Mais où sont partis les 4 mégapixels? Eh bien, en réalité, la particularité de cet appareil-là, c'est que tu peux changer l'aspect ratio de tes photos. Ça, tous les autres appareils le font. Mais en changeant, tu ne perds pas de résolution. Et ça j'ai trouvé que ça assez innovant. Donc, d'où l'intérêt du 21 mégapixels. Au niveau du poids, 392 grammes. Donc, certes, beaucoup plus lourd que le Sony, hein, presque 100 grammes. Je dis beaucoup plus lourd. 100 grammes, mais ça représente quand même un tiers de plus. Mais beaucoup plus léger qu'un Nikon. Donc, c'est assez intéressant. Alors, ce qui est intéressant avec cet appareil-là, c'est que il a un cousin germain.
c'est Leica. Leica, ils ne se sont pas simplement contentés de faire l'objectif, ils ont pris l'appareil et ils l'ont mis à leur sauce. Alors, l'appareil a exactement les mêmes fonctionnalités, mais l'ergonomie est différente. Voilà. Pas énormément différente, mais bon, assez différente quand même. Par exemple, c'est vrai que de base, le Lumix a une meilleure ergonomie, on va dire, mais le Leica permet d'avoir une plaque que tu montes et tu vas gagner un grip. Et à ce moment-là, l'ergonomie va être un petit peu mieux. Là où tu vas gagner, ça va être au niveau de la science des couleurs. Alors, cette science des couleurs, tu ne vas pas le voir pour les fichiers RAW, mais tu vas le voir sur les JPEG. Alors, ça me permet de faire une petite parenthèse concernant les JPEG. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que si tu pars en vacances, il y a des grandes chances que toutes les photos que tu vas prendre, c'est des photos souvenirs et tu vas pas forcément avoir envie de toutes les éditer. Et donc l'idée d'avoir des photos que tu pourrais prendre à la fois en JPEG et en RAW au cas où tu as besoin de les éditer et que ces fichiers JPEG soient de très bonne qualité, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et donc là, le fait d'avoir la qualité des JPEG produits par Leica, c'est assez intéressant, je trouve. Donc voilà, on a ces deux appareils là. Donc, il y avait ça. Et avant que je te parle du prochain appareil, j'ai besoin de faire une autre parenthèse, que j'aurais peut-être dû commencer par ça dès le départ. Quand tu choisis un appareil DSLR, en fin de compte, quand c'est la première fois, tu ne vas pas simplement investir dans l'appareil, tu vas investir dans un écosystème. Donc, non seulement il faut que cet appareil-là réponde aux fonctionnalités que tu souhaites avoir, mais aussi réponde à l'ergonomie qui va te correspondre, tout le monde n'a pas la même main, mais aussi que l'écosystème te corresponde, parce que tu vas en être dépendant. Donc, quand tu vas choisir ton premier appareil chez Nikon, il y a des grandes chances que tu restes chez Nikon pendant très très longtemps. Et si c'est chez Canon, idem. Mais en ce qui concerne un appareil compact, là, on s'en fout. Tout est permis. Pourquoi ? Parce que l'appareil vient avec l'objectif. Et donc, tu n'as pas d'écosystème. L'écosystème, il est en soi. Donc, je n'ai absolument aucun souci à regarder les autres marques que Canon, alors que tu sais très bien que je suis un utilisateur de chez Canon depuis pratiquement tout le temps. Mais c'est vrai que j'ai eu du Lumix. J'ai eu du Lumix il y a un bon nombre d'années. Mais Canon est véritablement la marque que j'adore, à beaucoup de niveaux. Mais pour le compact, j'étais prêt à regarder tout ce qui se faisait. Voilà le point que je voulais dire. Et c'est important que je le dise maintenant parce que l'appareil qui vient ensuite, tu vas te douter qu'il y a une marque dont je n'ai pas parlé, c'est Canon. Et donc du coup, j'ai regardé ce qu'ils faisaient. Et là, Canon, eh bien, ils avaient trois appareils. Un appareil qui est sorti en 2017 et qui était le plus haut de gamme de tous leurs compacts. Et quand tu le regardes la photo, tu t'aperçois qu'en fait, c'est un mini DSLR. Il ressemble, mais l'objectif est bien fixé sur l'appareil, tu ne peux pas le changer. Il s'agit du PowerShot G1 Mark III. C'est un APS-C, 24-72 mm d'équivalence, bonne plage focale. Au niveau de l'ouverture, f2.8-5.6, c'est acceptable. Et donc en équivalence f4.2 jusqu'à 9. Donc bon, c'est à ce qu'on a l'habitude d'avoir. C'est un 24 mégapixels et 399 grammes. Voilà, c'est relativement acceptable. Le problème, c'est qu'il date de 2017 et c'est vrai que bon, j'avais du mal à recommander à François d'investir dans un appareil qui est sorti en 2017. Voilà. Donc j'avais un peu de mal à ce niveau-là. Et ensuite, il y avait deux autres appareils de chez Canon qui sont sortis un peu plus récemment, en 2019, qui sont le G5X Mark II et le G7 Mark III. Les deux appareils sont vraiment très proches, pratiquement identiques, mais le G7 est orienté vers la vidéo, n'a même pas d'œilleton, donc je ne vais même pas en parler. Et donc, il reste le G5X Mark II. Et bien, plutôt que d'en parler de façon théorique, bien qu'on peut déjà commencer, un 24-120 mm en plage focale, donc encore une fois une plage focale intéressante. Il ne s'agit pas d'un APS-C, c'est un capteur de type 1 pouce, comme le Sony, ce qui veut dire que quand il ouvre en fait à 1.8, ça veut dire qu'entre le Sony et le Canon, le Sony, tu te rappelles, il ouvrait à 2.8, alors que le Canon, il ouvre à 1.8, pardon. On a déjà gagné un stop de lumière et c'est pas rien. Et comme on est avec ce 1 pouce comme capteur, ça veut dire qu'on a un facteur de réduction x3, ce qui veut dire encore une fois que tu peux te mettre à f4 et là tu vas avoir l'équivalence de f12 en profondeur de champ, ça va être assez. Mais contrairement au Sony, eh bien tu vas avoir plus de facilité pour obtenir du bokeh dans tes photos en shootant à 1.8. Voilà, puisque 1.8 c'est toujours mieux que f8.4 en équivalence. Voilà. Alors, plutôt que de continuer à parler théoriquement, le voici l'appareil. Il est là. Je vais
Je vais l'éteindre, voilà. Voilà l'appareil. Et comme tu peux voir, eh bien, il est petit, hein, tu le vois avec la caméra ici. Il est dans la main. Je l'ai eu dans la poche de mon pantalon. J'ai eu que des pantalons en lin parce qu'il faisait tellement chaud. Donc je l'avais dans la poche de mon pantalon sans aucun souci. Il a un écran qui pivote comme ceci, exactement comme le Sony. Et il peut aussi s'écarter, ce qui pourrait permettre de le prendre quand tu fais des photos à bas terre, etc. Ça peut être pratique. C'est pas toujours simple hein, de composer comme ça en ayant un écran comme ça à plat. Mais bon, on le faisait à l'époque de l'argentique, pourquoi pas. Donc l'écran, très bien. Entièrement tactile, contrairement à Sony. Il y a un autre lien par rapport à Sony, c'est l'œilleton. L'œilleton, il est là, on a un bouton ici, il suffit de le faire sauter. Et en fait, il s'avérait que c'est l'ancien œilleton du Sony RX100 Mark V. Le Mark VII, en fait, il sort comme ça et il est prêt à l'emploi. Mais sur les anciens Sony et sur le Canon, eh bien, ça suffit pas. Il faut tirer l'œilleton comme ça pour pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est quand même assez dommage. L'œilleton est quand même relativement petit, surtout quand, comme moi, tu viens du R5 avec un écran un œilleton assez confortable. Là, c'est un peu dommage. Tu vas avoir 100% de ton image, mais vraiment en tout petit. Il va posséder également un flash ici, que j'ai eu l'occasion de l'utiliser. Tu ne vas pas non plus éclairer tout un groupe, mais ça peut être assez intéressant. Alors, quand on l'allume, on va appuyer sur ce bouton-là. Voilà qui s'allume. Une chose à préciser, ce que tu vois là sur l'objectif, en réalité, ça ne vient pas du Canon. Il s'avérait que cet objectif-là n'a pas de filetage pour un filtre. Et je me suis dit, si j'investis dans un petit appareil compact comme ça serait pratique pour aller faire du repérage. Et quitte à faire du repérage, j'aimerais bien avoir un filtre polarisant. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des scènes, et c'est la raison pour laquelle je porte des lunettes polarisantes quand je sors, c'est parce que ça m'aide à mieux comprendre, à mieux percevoir le potentiel d'une scène. Et donc, de pouvoir mettre un filtre polarisant, c'est toujours très intéressant. Heureusement, malgré l'absence de filetage, eh bien, j'ai trouvé cette petite accessoire ici qui se colle avec de l'autocollant 3M, donc facile à retirer si besoin, mais qui tient très bien, il n'est jamais bougé, il n'a pas bougé de tout le temps où j'avais dans les poches et autres, et qui permet de mettre un filtre. En l'occurrence, là, ça m'a permis de mettre un filtre que j'avais d'ailleurs, que je mettais sur la GoPro. C'est un filtre polarisant de chez Hoya et il fait 52 mm. Voilà, donc il se visse comme ça, très pratique que tu peux retirer. Mais normalement, l'objectif, il n'est pas plus large que le diamètre que tu peux voir ici, là, comme ça. Ensuite, c'est un zoom, donc il suffit d'utiliser ce bouton et puis on peut pousser le zoom. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Comme tu peux voir, il y a deux molettes à cet endroit-là. La molette du dessus permet de changer le mode d'exposition. Tu remarqueras que là, je suis sur le C. La plupart du temps, j'étais sur le M. Et la raison pour laquelle j'ai utilisé le C beaucoup, c'est que ça me permettait de passer du noir et blanc à la couleur. Donc en M, j'étais en couleur et en C, j'étais en noir et blanc. Et je me suis aperçu que non seulement tu enregistres tous tes paramètres, comme tu fais généralement sur les DSLR, mais tu enregistres également en fait la focale. Donc regarde ce qui se passe quand je passe sur le C, eh bien tu vas voir que ma focale s'est réajustée. Donc ça peut être assez intéressant en soi. Après, tu as tous les autres modes, les modes scène, etc. que tu as. Il y a des modes qui peuvent être intéressants, mais ça va te produire du JPEG. Et donc là, bon, j'ai regardé ce que ça valait, c'était pas si mal. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même une différence entre ce que je pouvais utiliser en JPEG par rapport à ce que je pouvais sortir avec un RAW et ensuite merger le tout dans Lightroom. Je te montre cet exemple-là. J'ai fait un diaporama, non pas diaporama, un panorama avec la fonction panorama de l'appareil. Bien sûr, ça a été des JPEG. Tu vas voir ce que ça sort. Et juste après, tu vois la version faite avec la fusion que j'ai faite des fichiers RAW dans Lightroom. Regarde la différence. Alors comme tu peux voir, il y a une meilleure quand même résolution, une meilleure qualité dans les autres, dans ces photos-là. Donc, que la photo en JPEG faite avec ce mode panoramique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? À l'arrière, eh bien, on n'a pas beaucoup de boutons, on n'a pas de molette pour les ISO. On a la bague ici qui change, on peut la programmer, mais malheureusement, on peut la programmer que pour changer l'ouverture ou changer la vitesse. On ne peut pas changer les ISO malheureusement avec ça. Donc, j'ai été amené à utiliser une autre molette qu'on a ici, qui est en fait la molette, comme tu peux voir là, qui est la molette de compensation d'exposition.
Pour changer les ISO, eh bien malheureusement, on est obligé d'utiliser le menu ici, de passer sur les ISO et de pouvoir changer la valeur comme ça ou en bougeant la molette. Voilà. Il y a un mode macro également. On peut jouer, afficher bien sûr les photos que l'on prend, il n'y a pas de souci. Et on peut prendre de la vidéo 4K. Alors, j'ai fait une vidéo, j'étais sur Murano. Murano, c'est une petite île juste à l'extérieur de Venise qui est spécialisée dans le verre. J'ai fait une petite vidéo comme ça, dans un environnement extrêmement sombre. Et il y avait simplement le souffleur de verre qui faisait une démonstration qui était très éclairée. Voilà ce que ça donne. La vidéo n'est pas du tout éditée, c'est directement sorti de l'appareil. Voilà ce que ça donne. Alors, je t'avouerai que quand tu regardes cette vidéo, c'est très évident qu'on ne va pas choisir cet appareil-là pour la vidéo. Si j'étais dans un autre contexte à l'extérieur avec plein de lumière, ça fonctionne. Mais bon, j'aurai toujours le téléphone avec moi. Je préfère la vidéo de mon téléphone, c'est évident. Donc voilà pour cet appareil-là. Vraiment un appareil que j'aime beaucoup. Au niveau de la carte, c'est une carte SD. Ce que tu pourras remarquer, c'est que j'ai utilisé une SD de chez Sony, la TUF. Les cartes SD par Sony de la catégorie TUF ont changé mon avis concernant les cartes SD que je détestais, mais vraiment la qualité de ces cartes-là, c'est phénoménal. Et on sait qu'elles sont légèrement assez épaisses, mais aucun souci pour les faire rentrer dans cet appareil-là. On a la possibilité de mettre l'appareil sur un trépied, comme tu peux voir ici. Et voilà d'ailleurs, tiens, la batterie. Je pouvais faire à peu près entre 200 et 280 photos avec une seule batterie. Je t'avouerai que ce n'était pas un appareil que je l'avais toujours sur moi, mais je l'éteignais après chaque photo. Voilà, parce qu'il est relativement rapide à démarrer et pour prendre la photo. Et j'avais cet appareil tout le temps dans la poche, mais tu as remarqué que j'ai aussi une attache ici Peak Design. Pourquoi? Parce que j'ai investi dans cette sangle ici, cette sangle de poignet que j'adore. J'adore parce qu'en fin de compte, je l'avais toujours sur moi tous les jours. Ça tient par un aimant comme ça ne prend pas plus de place qu'un bracelet, et j'ai trouvé ça très pratique. Et donc j'avais toujours, quand je sortais l'appareil de ma poche, je l'avais comme ça, et je sais qu'à tout moment, si jamais il venait à tomber, eh bien pas de souci là-dessus. Donc petit accessoire très pratique. Tu retrouves d'ailleurs tous les accessoires, les matériels dont j'ai parlé aujourd'hui, tu les trouves tout ça dans l'article blog qui accompagne cette vidéo, dans la description, et puis en haut ici bien entendu. Alors j'ai cet appareil là et ce que j'ai découvert en fait avec cet appareil, c'est que je me suis pris au jeu. Moi qui ne fais jamais de photos en vacances, jamais. Parce que dès que j'ai le R5 en main, dès que j'ai le R7 en main, je ressens cette pression de vouloir faire la photo parfaite. Et on ne fait pas de photo parfaite en vacances. On peut pas. Alors, je me suis vraiment amusé, j'ai fait beaucoup de photos. Avant d'aller plus loin, je vais te montrer justement ce que ça vaut en photo. J'ai fait une petite sélection d'images. Petit diaporama, on se retrouve juste après. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non chiudrai farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo,
Narcisetto Addocino d'amor, delle belle tornando a riposo, Narcisetto Addocino d'amor. Fra guerrieri può far bacco, grande stacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla a fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor. Alors j'espère que tu as trouvé ces images intéressantes. Moi je me suis, et je dois l'avouer, je me suis amusé à les prendre. J'ai pris beaucoup de photos, j'ai photographié des choses que je ne photographiais jamais. J'aurais jamais photographié beaucoup de ces images-là avec le R5. Tout ça parce qu'il est gros, etc. Et encore une fois, cette histoire de pression. Là, je me suis amusé. Il y a des photos, j'avais aucune pression, aucune ambition. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça vaut? Ça, c'est amusant, voilà. Des situations aussi, faciles à prendre, sorties de la poche, boum, fais la photo. Et donc, j'ai pris vraiment de plaisir et c'est peut-être la chose à retenir le plus, à part le fait que François, j'ai choisi cet appareil-là, c'est que j'ai pu m'amuser à faire de la photo. Et ça, c'est pas arrivé depuis très, très, très longtemps. Tellement longtemps que je ne me souviens pas la dernière fois où je me suis amusé à prendre des photos. Ça veut pas dire que je n'ai plus la passion pour la photo. Bien au contraire, ça veut simplement dire que l'acte de photographier n'est pas un amusement pour moi. Je le prends trop au sérieux tout le temps. Et donc, du coup, avec cet appareil-là, j'ai arrêté de le prendre au sérieux. J'avais pas de conséquences. Et donc, du coup, je l'ai pris. Et ça a changé mon regard là-dessus. Et je me suis dit, tout au long de mon voyage, et même après, je me suis demandé, est-ce que j'allais garder cet appareil? Parce qu'au départ, tu remarqueras, j'ai mis un film de protection ici, qui se décolle un petit peu ici, parce que je l'avais mal placé. Parce que je me suis dit, peut-être que je ne vais pas le garder, je vais peut-être le renvoyer. Et du coup, je me suis creusé la tête, je me dis, est-ce que je le garde pas, je le garde pas. Et même à mon retour, et en préparant cette vidéo, je me suis dit, est-ce que je le garde ou pas? Et en fait, j'ai décidé de ne pas le garder. Je le recommande toujours, mais je ne le garde pas. François, lui, il a une impératif, il part là dans quelques semaines. Moi, j'ai pas forcément le besoin impératif. Et je me suis dit, tiens, je vais peut-être attendre pour le successeur du G1 Mark III. Tu sais, cet aspect DSLR, etc., avec un œilleton un peu plus gros, etc., mais qui reste quand même portable, etc. Et en fin de compte, en revisitant les autres appareils, eh bien, je me suis dit, j'ai quand même envie de m'amuser. J'ai envie de m'amuser. Et un appareil qui me semble possible de m'amuser, certes, c'est celui-là, mais il y en a un autre qui me paraît un petit peu plus marrant, à utiliser. C'est le Lumix/Leica. Et donc, du coup, j'ai regardé les deux. J'ai lu tout ce qu'il y avait à lire sur ces deux appareils, vu toutes les vidéos dans plusieurs langues. Et au final, j'ai dit, ok, je vais en choisir un. Lequel je prends? Le Lumix qui est un peu moins cher ou le Leica? Le Leica me force à avoir un adaptateur, enfin une plaque pour avoir un peu mieux d'ergonomie, puis changer aussi un élément sur l'objectif pour le rendre un peu plus pratique. Lequel je vais choisir? Et en fin de compte, j'ai décidé d'investir dans le Leica. Voilà. Ça va être mon premier Leica. Je vais le recevoir dans quelques jours. Je te dirai ce que j'en pense. Je ferai des tests. J'irai à Édimbourg, essayer de photographier un peu dans le même genre que ce que j'ai pu faire à Valence et à Venise. J'espère vraiment m'amuser avec. Cet appareil-là, il est sorti en 2018. Il a un an de plus que celui-ci, certes. Mais je sais ses limitations. C'est un APS, c'est un micro 4 tiers et non pas un pouce. C'est-à-dire que l'appareil, le capteur est plus large. Il va être mieux en ce qui concerne la gestion de la luminosité. Alors que tu as pu voir que certaines photos, elles étaient prises à 6400 et absolument aucun problème au niveau du bruit avec cet appareil-là. Mais vraiment, ce que j'ai pu voir, les photos tests que j'ai vues avec cet appareil-là, m'intéresse grandement. Et si je l'aime pas, je le renverrai quand même. Mais là, le plus important, c'est que je suis excité. Je suis excité, j'ai envie de m'amuser à photographier. J'ai envie de m'amuser à photographier. Et ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Voilà le message que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Alors, j'aimerais bien que tu me mettes un pouce, déjà pour soutenir cette vidéo et l'aider. Mais ce que j'aimerais aussi, c'est avoir ton commentaire. Tu sais que je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires. J'aimerais savoir déjà qu'est-ce que tu en penses de cette vidéo. Est-ce que tu as trouvé ça intéressant? Est-ce que tu as aussi investi dans un appareil compact?
malgré le fait que tu as peut-être un autre appareil. Et puis, une autre chose que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu as toi aussi investi dans un appareil qui n'est pas forcément le plus haut de gamme en termes de fonctionnalité, non pas pour des raisons de budget. Tu as le budget, tu aurais pu t'offrir l'appareil qui avait les fonctionnalités plus au-dessus, mais tu as fait un choix non pas basé sur le maximum de fonctionnalités, mais plus sur le plaisir de prendre des photos, de s'amuser. Est-ce que tu as fait ce choix-là? J'ai hâte de lire ça. J'aimerais bien avoir des témoignages. Je m'attends à ce qu'il y ait des utilisateurs de Leica j'en connais certains déjà, des membres de la Photo Avenue, qui ont des Leica. Et je sais qu'ils ont choisi Leica pas pour le top du top des fonctionnalités, parce qu'on sait très bien que Leica ne les a pas. Donc je m'attends déjà à avoir ces individus-là. Mais j'ai hâte de savoir chez les autres. Et pour clôturer, je pourrais te dire une chose, c'est que j'ai peut-être un regret, non pas par rapport à ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait, mais j'ai un regret par rapport à une marque que je vois très souvent lors de mes stages, c'est Fuji. C'est Fuji, je regrette énormément que Fuji n'ait pas fait un appareil compact avec une focale variable. Et ça m'embête beaucoup, parce que je reconnais la valeur que Fuji a en ce qui concerne les propositions de JPEG par rapport à toutes les recettes, et les recettes qu'on peut se fabriquer soi-même, etc. Et je trouve de la valeur dans le contexte de faire des photos pour s'amuser, des photos qu'on ne va pas forcément éditer, des photos souvenirs, des photos prises sur le vol, etc. Et j'aurais bien voulu m'amuser avec un Fuji. Le problème, c'est que je ne peux pas avoir cette contrainte de plage fixe. Je peux pas. J'apprécie trop non seulement la flexibilité d'un zoom, mais par-dessus tout, j'apprécie la qualité de la distorsion, causée par la perspective. Et ça, eh bien, on le perd en focale fixe. Et donc, du coup, c'est le seul regret que j'ai. Dommage, Fuji. Tu aurais pu m'avoir en tant que client, et là, tu m'as pas encore. Mais peut-être que ça changera un jour. En attendant, j'ai hâte de lire ton commentaire. Et en attendant la prochaine fois, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le et essaie d'avoir fun. Et tu vas peut-être être d'accord avec moi que peut-être que l'accumulation de fonctionnalités se fait au détriment du plaisir de photographier. À méditer. Cheers.